Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous poursuivons ce matin les travaux de notre mission d'information, création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Et nous procédons aujourd'hui à l'audition de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, des GESIP, représentée par Madame Laure Wagner-Shaw, chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante adjointe au directeur général, et Madame Caroline Olivier Yaniv, professeure d'université, chef de la mission IA de la DGSIP. Nous avons également Madame Guillemet, qui accompagne la délégation. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. L'intelligence artificielle générative s'est invitée dans les universités depuis quelques années et y semble désormais solidement ancrée. Une enquête Ipsos, menée en janvier dernier, a confirmé cet ancrage chez les étudiants notamment. 1 sur 2 reconnaît qu'il lui serait difficile de se passer de l'IA générative. 94% ont déjà utilisé un outil d'IA dans leur vie personnelle ou étudiante et 48% l'utilisent tous les jours. À mon avis, ce chiffre est sous-évalué, mais peu importe. Si rejeter en bloc cette technologie paraît désormais illusoire à plus d'un titre, nous nous interrogeons tous sur les modalités d'encadrement à privilégier. Le 12 février dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rendu une ordonnance relative à une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui avait rejeté les poursuites contre une étudiante laquelle avait utilisé un système d'IA pour rédiger son mémoire de stage. L'université protestait contre le rejet des poursuites, ce à quoi le juge des référés a répondu qu'elle ne produisait à l'appui de son recours, je cite, « aucun élément relatif aux règles encadrant l'utilisation de l'IA artificielle par les étudiants dans le cadre de leurs travaux académiques, à l'aune desquels le caractère fautif des faits reprochés pourrait être apprécié. » Donc en fait, il n'y a pas de règles. En tout cas, elles ne sont pas définies, elles ne sont pas véritablement ancrées dans les pratiques académiques. Comment avez-vous analysé cette décision qui, si elle ne consacre pas un droit à l'IA et ne fait pas jurisprudence à elle seule, a certainement nourri votre réflexion? Pouvez-vous nous préciser quel est le nombre d'établissements d'enseignement supérieur qui ont adopté des règles précises sur les usages autorisés ou non de l'IA par les étudiants? Comment tracer la limite entre assistance et substitution au travail personnel? Vous avez reçu un questionnaire indicatif de 20 questions. Je m'en tiens là. Je vais vous laisser la parole pour le propos liminaire. Notre fonctionnement prévoit que vous preniez la parole chacune pendant à peu près 5 minutes et quelques, afin que Madame la rapporteure, Madame Calvez, puisse ensuite dérouler les questions qu'elle a préparées à votre attention. Voilà, je vous en prie. Allez-y, vous appuyez sur le bouton et ça fait. Merci. Alors effectivement, je vais essayer d'introduire d'abord en élargissant un peu le champ évidemment du sujet. L'intelligence artificielle, effectivement, et plus particulièrement les IA génératives, connaît aujourd'hui un déploiement d'une ampleur exceptionnelle et inédite, en effet. Elle transforme en effet complètement non seulement notre manière d'apprendre, mais plus généralement nos modes de vie. Et on ne peut pas nier, évidemment, que cela va avoir un impact majeur aussi sur les métiers de demain et notre société de demain. D'ailleurs, mon propos visera aussi à essayer de rapporter sans cesse cette question à la question de l'humain et du choix que cette nouvelle technologie, ou cette nouvelle quand on parle d'IA générative, parce que l'IA, en fait, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, donc ce n'est pas un sujet tout à fait nouveau. Et en accentuant mon propos sur le fait que, en utilisant cette métaphore peut-être un peu osée, avec un couteau, on peut faire le bien et le mal. On peut faire des choses très utiles dans la vie et puis on peut assassiner son voisin. Je pense qu'avec les outils, quels qu'ils soient, et l'IA générative ne fait pas exception, le sujet est aussi celui-là de savoir ce qu'en tant qu'humain, on choisit de faire avec les technologies que nous inventons. Donc dès 2018, évidemment, l'IA a pris la mesure de ces enjeux en lançant un premier plan IA qui était destiné à structurer la recherche et l'innovation dans ce domaine. Aujourd'hui, on est entré dans une seconde phase avec la stratégie nationale pour l'IA portée par France 2030. L'enseignement supérieur est évidemment au cœur de cette stratégie avec la construction d'un maillage territorial fort qui permet de développer à la fois la formation et la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, on a eu une nette accélération en novembre 2022 avec l'accès massif aux outils d'IA générative, effectivement. Ces outils ont profondément modifié les pratiques de nombreux acteurs dans l'enseignement supérieur. Donc, on s'est développé, attaché, disons, depuis lors, à renforcer ce qui avait déjà été mis en place et à développer d'autres réponses. Face à ces enjeux, donc, on a deux piliers complémentaires.
Un premier pilier qui consiste à inscrire le développement de l'intelligence artificielle dans le cadre plus large de la stratégie numérique de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bien sûr, celle-ci repose sur des principes structurants, la souveraineté, la sécurité, le numérique responsable, l'ouverture des données et le partage et la mutualisation. On est particulièrement attentif parmi ces principes et au regard de l'IA aux exigences en matière de souveraineté, de sécurité et de sobriété, bien sûr. On s'est doté donc d'une feuille de route dédiée qui se décompose en 5 axes. Le premier axe concerne la capacité de la formation à l'IA. Et quand on dit formation à l'IA, on parle de l'IA pure, entre guillemets, mais aussi IA plus X ou X plus IA, selon que l'IA est le cœur de l'apprentissage ou intégré à une discipline préexistante. Le suivi du déploiement de cette offre de formation a été initié dès le premier plan IA et amplifié par France 2030. Si on somme les investissements faits depuis lors, c'est près de 560 millions d'euros qui ont été consacrés, notamment au cluster IA et au projet compétences et métiers d'avenir, si on somme l'ensemble. Le deuxième axe porte sur les apprentissages, la pédagogie et le développement de l'esprit critique, essentiel par rapport à cette technologie. Donc, notamment par le repérage, la valorisation ou la mutualisation de dispositifs qui permettent de former l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur, et notamment à l'IA, et notamment à cette question de l'esprit critique. On a mis en place, PIX a développé des modules spécifiques sur l'IA, sa clé a développé un brevet IA, on a via les IA clusters et les CMA IA de nombreuses initiatives en la matière. Et puis on a également intégré une séquence IA dans le MOOC Se former pour enseigner dans le supérieur, qui est une des initiatives pour permettre de sensibiliser et plus que de sensibiliser, de former aussi l'ensemble des acteurs à cette question. Le troisième axe vise à favoriser une adoption éclairée et réflexive de l'IA par les agents de l'administration centrale et des établissements d'enseignement supérieur, en les accompagnant dans un usage pertinent et maîtrisé, notamment grâce à des actions de formation et à la mise à disposition, bien sûr, de ressources adaptées. Donc des actions du même type, mais tournées que dans le deuxième axe, mais tournées vers les agents, les administrations des établissements d'enseignement supérieur. Le quatrième axe concerne la structuration d'infrastructures durables, inclusives et souveraines. Donc la charte type issue des travaux d'université lauréate de l'AMI d'EMOES notamment, parmi lesquels on pourrait citer quelques exemples. Alors je ne vais pas vous citer les acronymes des projets, c'est pas la peine, mais certains, ça a permis d'élaborer cette charte. La structuration de la fédération ILAS, qui vise à offrir une infrastructure souveraine d'inférence mutualisée et fiable pour répondre aux besoins essentiels de l'ESR. Le cinquième axe porte sur l'information, la sensibilisation et le dialogue avec les communautés académiques, à travers notamment le cycle de webinaires et l'espace de ressources IA-Sup pour la sensibilisation et la formation aux usages de l'IA dans l'enseignement et les apprentissages, espace co-organisé avec l'Université numérique et France Université numérique. Donc là, les publics cibles sont plutôt les enseignants et leur personnel d'appui. L'élaboration de cette feuille de route s'est évidemment appuyée sur le rapport commandé par le ministre de l'ESR et réalisé par François Pascal, François Tadei, M. De Falco et Pauline-Émile Gallier, ainsi que sur un rapport réalisé dans le cadre du COREAL. Le COREAL est cette instance qui réunit tous les acteurs de l'écosystème universitaire sur les questions numériques majeures, dont évidemment l'IA, et qui a donné lieu pour l'une de ces mesures par la production d'un rapport largement partagé au sein de la communauté des établissements d'enseignement supérieur. Le second pilier de notre action concerne la contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche à la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Alors on n'est plus tant dans les questions de sensibilisation et d'adaptation de l'écosystème en parlant des personnes, mais on est dans la question de tenir la France dans le haut du pavé de cette technologie. De même, les investissements et les sources d'investissement de moyens ont été les mêmes que dans le premier pilier, mais se sont concentrés sur notamment la question de faciliter la transformation de l'offre de formation en tant que telle, pour faciliter soit le développement, comme j'ai dit tout à l'heure, de formation à l'IA, soit d'intégrer cette IA dans les formations qui les nécessitent dans tous les secteurs, la médecine, l'ingénierie, etc., notamment.
qui sont très utilisateurs aujourd'hui déjà dans le milieu professionnel et très couramment usagers de cette technologie. Dans ce cadre, vous le savez, l'appel à projet compétences et métiers d'avenir joue à cet égard un rôle structurant. Ce dispositif est un dispositif de France 2030 qui a démarré en 2021 et qui a, sur les 2 milliards, tous métiers confondus, qui ont été investis, l'IA en a pris 10%. Ce qui représente à peu près 200 millions d'euros programmés, 89 millions engagés. Et voilà. Et 16 projets, au final, qui relèvent de la stratégie IA, ont été soutenus pour un montant de 91 millions d'euros. 4 des projets retenus dans ce cadre sont portés par des instituts 3IA, dans le cadre de l'École française de l'intelligence artificielle, qui vise à développer l'offre de formation et à labelliser les formations sous une bannière commune. Donc l'objectif est de former 120 000 personnes et sensibiliser 245 000 personnes à Horizon 2028 pour être à l'échelle du besoin et de ce que déclenche évidemment comme nécessité de formation et de sensibilisation cette question. Et voilà. Par ailleurs, les pôles d'excellence en intelligence artificielle constituent un levier majeur après la création de 4 instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle entre 2019 et 2023, 9 clusters IA ont été labellisés en 2025. Ces structures associent formation, recherche, innovation. Elles organisent au niveau national la recherche sur ces questions. Au total, plus de 50 universités sont aujourd'hui impliquées dans ces dispositifs. L'État a retenu 9 pôles dans le cadre de l'appel à projet IA Cluster. Pour les chiffres que j'ai déjà évoqués tout à l'heure, 360 millions d'euros programmés et engagés, 61 millions décaissés au 30 juin 2025. Donc 4 avaient déjà été soutenus lors de la première phase de la stratégie comme Institut 3IA. Je ne sais pas si vous avez sans doute déjà tous ces éléments parce que vous avez vu de nombreux interlocuteurs. Et 3 autres s'étaient structurés depuis plusieurs années en dehors de cette labellisation et avaient bénéficié de financement par la stratégie nationale de nombreuses chaires individuelles de recherche en IA. Ça rejoint mon propos initial de dire que le sujet n'est quand même pas tout à fait nouveau. Voilà, pour conclure, on porte une ambition numérique globale dans laquelle l'intelligence artificielle s'inscrit pleinement. Cette ambition vise à accompagner la réussite des apprenants, à répondre aux besoins et compétences de notre pays et à soutenir l'excellence scientifique. Elle se fait évidemment en étroite collaboration avec les autres directions ministérielles, et notamment la direction du numérique pour l'éducation et la direction générale de l'enseignement scolaire, afin d'assurer une approche cohérente entre les parcours. Merci Madame. Madame la professeure. Voilà. Oui, peut-être des points de complément en fait par rapport au cadre général que Laure Wagner-Schau vient de présenter et en réponse peut-être aussi à vos interrogations. Le cas, disons ça, voilà, pour prendre un terme neutre, du mémoire de stage ou du rapport de stage de Paris 1, en fait, pose la question de la régulation en fait des usages de l'IA dans les établissements d'enseignement supérieur. Et comme l'a signalé Laure, une des réalisations qui a été mise en œuvre, qui a vraiment émané des établissements, c'est ce que nous appelons une charte type, la charte type de régulation des usages de l'IA dans les établissements d'enseignement supérieur. Cette charte type, elle a, je dirais, si je peux me permettre, 2 vertus. La première, c'est qu'elle a vraiment émané des établissements d'enseignement supérieur, et en l'occurrence du Creuset, qui a constitué pour nous les établissements lauréats de l'appel à projet démonstrateur numérique de l'enseignement supérieur. C'est du France 2030 aussi. Ça n'est pas la stratégie nationale IA, c'est la stratégie nationale enseignement et numérique. Voilà, voilà, ces 17 démonstrateurs ont vraiment été le creuset de l'élaboration de cette charte qui ensuite a été, je dirais, révisée, validée, instruite par les affaires juridiques de la DGCIP. Donc cette charte émanant du terrain est devenue une charte type nationale que les établissements s'approprient. C'est-à-dire que cette charte n'est pas imposée à tous les établissements. Les établissements d'enseignement supérieur sont aujourd'hui trop différents pour imaginer qu'on puisse leur imposer une charte de ce type entre une université qui fait partie des 9 pôles dits d'excellence nationaux et d'autres universités. Je ne vais pas donner de nom parce qu'on peut ne pas être pôle d'excellence nationale dans l'IA et être un établissement très important, bien sûr. Voilà, il y a des choses différentes. Donc ces chartes, les établissements, je crois pouvoir dire, je ne vais pas répondre à votre question avec des chiffres précis,
parce que les établissements sont tous en train de se saisir de cette charte type de manière très variable selon leurs caractéristiques, selon leur stratégie. Il y a des établissements où on sait qu'il y a par exemple déjà des chartes différentes. Il y a une charte pour la formation, une charte pour la recherche, une charte pour le travail administratif, technique, etc. Donc ça peut être extrêmement variable, mais je crois que pour parler aussi des échanges, Laure a parlé de l'importance de l'information et du dialogue que la DGCIP a avec les établissements sur ce sujet. Le dialogue que nous avons avec les vice-présidents et vice-présidentes à la formation et à la vie universitaire est significatif d'une chose évidente, c'est qu'il faut absolument passer d'une logique punitive, ou en tout cas ne pas en rester à une logique strictement punitive, mais aller vers une logique pédagogique, d'encadrement pédagogique et de régulation, tout en ayant bien sûr des garde-fous pour le cas de fraude. Mais on ne peut pas rester dans une situation où les commissions disciplinaires seraient embouteillées par des cas de fraude. Voilà. Donc cette question de charte et de régulation, elle est effectivement complètement liée aussi à comment se transforme la pédagogie et les apprentissages. En fait, c'était votre dernière question. Hein, comment l'IA, est-ce que c'est de l'assistance versus de la substitution au travail personnel ? On est dans une phase, je dirais, de transition, parce que l'IA générative, dite grand public, je ne dis pas démocratique, à juste titre, parce que ce n'est pas parce qu'un outil existe que tout le monde s'en saisit de la même façon. Hein. Donc ChatGPT, pour ne pas le nommer, a été mis sur le marché avec un produit gratuit, mais il y a aussi des versions payantes, bien sûr, hein, de ChatGPT et des autres IA génératives. Donc la massification de ces usages démarre en novembre 2022. C'est à la fois très long par rapport dans le temps des technologies, et c'est à la fois très court dans le temps des technologies, et c'est à la fois très long, ou très court, pardon. En tout cas, il y a une temporalité complètement différente entre le moment où cet outil, ce nouvel outil d'accès aux informations est mis sur le marché, et puis le moment où on peut faire des bilans, ou en tout cas avoir des données un peu sérieuses et robustes, scientifiquement fondées. Les enquêtes déclaratives disent des choses, mais elles posent aussi d'autres questions, hein, les enquêtes déclaratives ou par sondage, sur ce que ça change réellement en pratique. Donc on a des infos effectivement sur ce que font les étudiants avec l'IA. La feuille de route IA de la DGCIP, comme Laure l'a signalé, a vraiment comme objectif au pluriel d'aller vers une massification d'une formation réflexive, critique, sur ce que peuvent permettre les IA génératives et sur ce qu'elles ne peuvent pas permettre, sur leurs biais. On est dans un monde où la régulation de la circulation de l'information a été très perturbée bien avant l'IA, par les réseaux sociaux, mais aussi par Internet. Internet est encore un espace faiblement régulé. Donc voilà, dans cette situation, dans un contexte où peut-être ce qui est au fondement de l'IA Act, donc la régulation européenne de l'IA, va peut-être progresser, et ce serait bien, parce que pour le moment, les fournisseurs d'accès aux IA génératives sont principalement asiatiques et états-uniens, et donc ils sont quand même très faiblement soumis à cette régulation, qui va plus loin sur le référencement des sources, etc. Donc dans cette situation, dans la situation qui est aujourd'hui la nôtre, nos objectifs et les objectifs de la feuille de route, c'est vraiment de développer, de prendre acte du fait que les étudiants s'en servent, que les personnels et toutes les communautés des établissements s'en servent, avec des enjeux différents. Dans vos questions, il y avait la question de que doit faire l'IA dans la recherche. Là, il y a une question de transformation de l'intégrité scientifique qui a déjà été saisie par l'Office français de l'intégrité scientifique. Donc, tout dépend des métiers, si j'ose dire, des chercheurs, des enseignants, du métier d'étudiant, entre guillemets, à qui il faut bien apprendre non seulement ce que peut permettre l'IA, mais les limites de l'IA en termes de production d'informations. L'IA ne produit pas des savoirs. Très important de différencier les savoirs et les informations. J'imagine que d'autres intervenants, d'autres personnes auditionnées ont amplement développé cette question. Bien différencier l'appropriation des informations produites par l'IA, et là la médiation humaine ou la médiation pédagogique reste une modalité nécessaire. Vous dire qu'elle ne doit pas changer, ce serait mentir, mais vous dire qu'elle est sur le point de disparaître, à moins de se livrer à des exercices un peu de futurologie, ce qui n'est nous ne sommes pas censés faire ici aujourd'hui. Non. Donc notre travail vise à accompagner les établissements pour massifier la formation et l'esprit critique des étudiants et aussi des formateurs.
Merci beaucoup, Madame la professeure. Madame Calvez, rapporteure, à la parole. Merci, Monsieur le Président. Je souligne que vous dites, voilà, il faut prendre acte que les enseignants, les chercheurs, les étudiants utilisent l'intelligence artificielle. Votre rôle est de justement accompagner cet usage, la massification de cet usage. Et puis, j'aime que vous ayez toutes les deux pointé l'esprit critique comme étant ce qui doit être fondamental. Alors, on a des utilisations. Moi, je voulais vous entendre davantage, s'il vous plaît, sur les bénéfices de l'utilisation de l'IA pour les capacités intellectuelles et cognitives des étudiants. Vous avez bien distingué que l'IA n'est pas là pour produire du savoir, mais des informations. Mais quels sont les bienfaits pour les capacités intellectuelles et cognitives des étudiants ? Parfois, on nous dit que ça peut doper la façon dont on pourrait justement les développer, et d'autres fois que ça invite plutôt à déléguer son pouvoir de réflexion à ces IA. Comment justement vous avez pu constater ces bénéfices? J'aimerais qu'on reste sur les bénéfices avant peut-être d'utiliser éventuellement un temps pour parler des éventuels risques qui guettent les étudiants et la production de nos savoirs et connaissances futures. Alors, je vais faire de premiers éléments de réponse et puis je laisserai évidemment Caroline me compléter. Alors, sur premier point, comme on l'a précisé dans le propos introductif, l'essor de l'IA générative est récent, 2022. On est en 2026. Donc, évidemment, on est dans une contradiction temporelle classique entre une technologie qui se déploie très très vite et l'humain qui ne va pas à cette vitesse. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des résultats ou des études sur des cohortes qui soient significatives et qui permettent dans le temps de mesurer de manière concrète les effets de l'IA sur les éléments cognitifs. Et je crois que même des études récentes qui sont sorties sur le sujet et qui en effet pointaient certains éléments de charge cognitive en particulier, ont aussi pointé le fait qu'il fallait prendre ces résultats avec énormément de prudence et que ça n'était que très provisoire à l'aune de ce qu'on peut aujourd'hui voir des usages de l'IA par les différents agents. En termes, alors les avantages, est-ce qu'il faut vraiment les lister? Parce qu'en fait, il y en a énormément, évidemment. Alors, je vais parler peut-être dans un premier temps, avant même les avantages et les nécessités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA a de fait pénétré l'ensemble des secteurs économiques. Et ça semble très compliqué de se dire qu'on ne va pas former et préparer nos étudiants à ce qui les attend sur le marché du travail. Donc ça, c'est le premier point. Enfin, un exemple, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait plus un seul développeur qui n'utilise pas l'IA pour coder. Donc, même si les résultats ne sont pas toujours optimales, hein, si vous discutez avec des développeurs qui utilisent cette technologie, on se rend vite compte qu'on est sans doute qu'à la préhistoire d'ailleurs de ces capacités. Et c'est évidemment un gain de temps absolument considérable sur des tâches dans lesquelles, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas d'opportunité pour l'être humain d'y mettre de la valeur ajoutée. Donc, il va mettre sa valeur ajoutée justement sur ce que l'IA produit. Preuve en est qu'on est encore tout à fait au-dessus et bien plus performant que l'IA, en tout cas dans le domaine de la créativité, de l'analyse de problèmes, de la résolution de ces mêmes problèmes. Au-delà de la nécessité, en termes d'avantages, on a évidemment, et on commence à en parler d'ailleurs, un gain de temps sur un certain nombre d'exercices très répétitifs ou qui consistent en des choses que l'on fait de manière un peu mécanique, corriger les fautes d'orthographe ou améliorer une syntaxe, etc., par des réflexions ou des tâches réflexives à bien plus forte valeur ajoutée, puisque le temps qu'on gagne à ne pas faire ces tâches basiques, entre guillemets, on va le prendre sur des tâches
à bien plus forte valeur ajoutée. On va découvrir, étendre considérablement le périmètre de ces connaissances et des capacités à aller voir d'autres éléments, des choses d'ailleurs qui nous paraissaient inaccessibles quand l'étudiant commence à aborder son sujet. On peut aussi, dans les avantages, voir que justement, on parlait d'esprit critique, c'est que la capacité à utiliser correctement une IA ne peut pas se faire sans le développement d'un esprit critique très affûté. Donc mécaniquement, ça va aussi provoquer le développement de cette compétence. En tout cas, c'est ce que souhaite et c'est ce que l'on pousse à travers les manières, vous l'aurez compris, que nous avons de déployer la sensibilisation et l'acculturation à cette technologie, parce qu'elle est fondamentale et elle est vitale dans la capacité à construire des systèmes qui continuent à fonctionner d'une certaine manière. Donc c'est un deuxième avantage clé. Ensuite, évidemment, la question est que ça va... Enfin, je dirais le dernier avantage, en parlant très macro, c'est, il me semble-t-il, si c'est bien conduit, l'augmentation, enfin, en tout cas, l'amélioration de la richesse du dialogue avec l'enseignant, si c'est bien tenu, puisque les questions, finalement, assez basiques seront évacuées assez rapidement par un travail peut-être en amont. On a parlé de pédagogie inversée. Alors ça, c'est pas nouveau du tout, hein, la pédagogie inversée, ça date d'il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. Mais en permettant d'évacuer les questions un peu basiques auxquelles l'étudiant aura pu répondre en amont ou dont il aura pu trouver la réponse en cours en consultant justement cette technologie, il pourra aller sur le cœur des sujets qui constituent le cours ou l'apprentissage en cours et y consacrer plus de temps ou en tout cas d'y trouver beaucoup plus de matière que s'il était arrivé en cours sans préparation, sans analyse, sans pré-analyse et sans avoir pré-mâché entre guillemets un certain nombre de questions élémentaires sur le contenu même de l'apprentissage. Je vais laisser peut-être Caroline compléter mon propos. Oui, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais je dirais que la réponse, évidemment, elle est très complexe et il y a au moins 2 niveaux de réponse, il y en a certainement d'ailleurs beaucoup plus, mais il y a le niveau de réponse qui serait fondé sur un état des savoirs extrêmement précis de l'état de l'art en neurosciences, que la DGCIP ne vous fournira pas aujourd'hui, mais que des scientifiques pourront fournir, évidemment. Et il y a un niveau de réponse au niveau de la transformation de la relation ou de la médiation pédagogique. Et de fait, à la fois quand on regarde ce que l'IA, ce qu'un usage, encore une fois, raisonné et sélectif, esprit critique, il y a aussi cette idée de sélectivité. C'est sans doute ça l'enjeu éducatif majeur avant l'université, bien sûr. Il faut qu'on soit vigilant sur le continuum entre avant le bac et après le bac, évidemment. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec la DNE sur ce sujet et la DGESCO. Mais pour l'étudiant, il peut y avoir des bénéfices. Pour certains étudiants, il peut y avoir des bénéfices incontestables de l'IA pour l'écriture, Laure l'a dit, pour des étudiants dyslexiques, par exemple, ou ayant des troubles divers et variés, l'IA peut être un apport majeur. Pour autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'étudiant ou l'étudiante ait les capacités de s'approprier ou de mettre en question ce que l'IA, en tout cas ce que l'IA générative produit aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, l'IA est aussi produit des contenus qui peuvent être biaisés, qui sont fortement dépendants de l'algorithme, des cultures qui ont conduit à entraîner cet algorithme, etc. Donc, il peut y avoir des bénéfices en termes de rapports, de pratiques d'accès à l'écriture, des bénéfices en termes de transcription pour des étudiants qui ont d'autres troubles. On peut transcrire très vite avec de l'IA. De traitement de données aussi, allons plus loin. Traiter des données quand on a un corpus, je sais pas, d'entretien, des questionnaires, etc. Traiter des données, on peut gagner du temps avec de l'IA. Pour autant, traitement des données n'est pas du tout synonyme de interprétation des résultats. Et c'est là que le travail cognitif de l'humain reste fondamental, en tout cas pour le moment. Pour l'enseignant, là je parlais des bénéfices qui pouvaient être ceux que pouvaient trouver les étudiants. Pour les enseignants, il peut y avoir un bénéfice dans l'utilisation de certains outils génératifs pour personnaliser le suivi des étudiants. Mais là aussi, bien sûr, cet usage
il est sous-tendu à la capacité des enseignants à se saisir des bons outils et à être accompagnés par des personnes pour se saisir des outils, des services IA dans les meilleures conditions. Parce que tous les enseignants ne sont pas démunis face à l'IA. Ce n'est pas seulement une question de génération, c'est aussi une question d'histoire, de culture, d'apprentissage préalable, évidemment. Mais là, on va voir aussi, et on a mis en place un groupe de travail, pour le coup, à caractère prospectif à la DGCIP, pour essayer d'anticiper et de voir comment les métiers d'accompagnement des enseignants sont en train de se modifier. Il y a 15 ans, on a eu une transformation majeure qui était liée à l'émergence des ingénieurs pédagogiques, qui ont déjà été des acteurs dans les universités, qui ont accompagné les enseignants, les formateurs, les enseignants-chercheurs à utiliser d'autres outils numériques qui apparemment étaient moins puissants que l'IA, mais des plateformes de cours en ligne, des ressources, tous les enjeux liés aux formations à la fois en présentiel et à distance. On en a fait l'expérience subie pendant le Covid, mais il y a d'autres moments où on utilise l'hybridation des formations parce qu'on a des publics en formation continue, parce qu'on a des publics qui sont des étudiants, artistes ou sportifs à haut potentiel. Enfin, c'est aussi ça l'usage des technologies numériques dans l'enseignement supérieur. C'est pas que des choses qui font un mémoire comme ça du jour au lendemain. Donc tout ça pour dire que voilà, pour l'enseignant, il y a certainement des éléments à creuser sur vraiment un suivi plus personnalisé des étudiants. On a des étudiants extrêmement diversifiés dans les établissements d'enseignement supérieur et l'IA devrait pouvoir nous aider à avancer dans cette perspective, même si encore une fois ce sera au prix de nouvelles compétences pour les formateurs eux-mêmes, mais aussi pour les acteurs de l'appui à la formation qui les accompagnent. Merci beaucoup. On voit aussi qu'il y a du potentiel d'utilisation par les enseignants de l'IA, peut-être pour évaluer aussi l'acquisition des savoirs et des compétences éventuellement transversales aussi. Est-ce que, d'après vous, on peut aller et développer ce point, parce que sur l'utilisation de l'IA par les enseignants pour évaluer que leurs étudiants ont bien acquis les connaissances voulues. Est-ce que demain, on peut imaginer que l'IA accompagne pas seulement dans l'individualisation de la relation entre le professeur et l'étudiant, mais puisse soulager éventuellement d'une tâche d'évaluation et de certification, de validation de diplôme de ce que font les enseignants pour bien voilà, certifier que leurs étudiants ont bien réussi à acquérir les compétences voulues. Oui, évidemment, c'est une utilisation à laquelle on pense naturellement, puisque l'IA apprend parce qu'on l'entraîne, et une fois suffisamment entraîné, peut tout à fait nous entraîner à apprendre. Donc évidemment, c'est une utilisation qui vient assez naturellement. C'est un des aspects qui est important, en effet, et qui peut donner beaucoup de valeur ajoutée dans les cours et dans les modalités d'apprentissage. Et je me rends compte que tout à l'heure, j'ai cité aucun défaut. Je pense que si on devait avoir un défaut de l'IA, c'est, si on n'y prend pas attention, c'est son aspect très inégalitaire. Puisque, bien sûr, on a démarré avec des modèles totalement gratuits, puis progressivement payants pour la gamme la plus élevée, ou en tout cas la plus avancée de l'IA. Et aujourd'hui, je pense qu'on va évoluer très certainement vers un modèle intégralement payant. Donc évidemment, il faut qu'on soit très attentif à l'évolution de ce marché et à la manière dont l'enseignement supérieur et la recherche se positionne sur ce marché, puisque c'est un marché de fait, avec le développement, et c'est ce que je mettais dans mon propos introductif aussi, de technologies souveraines et de conventions, notamment avec Mistral IA, en effet, pour développer des réponses à ces questions. Alors, pour reboucler avec la question de l'apprentissage et de l'entraînement A, un des aspects aussi qui, à mon avis, doit être bien mis en avant en termes d'enjeux, c'est le fait qu'une IA est intelligente, mais plusieurs IA sont plus intelligentes qu'une IA seule. Donc le danger serait aussi de laisser se développer une IA hégémonique ou unique, ou en tout cas qui aurait
une présence bien trop importante par rapport à toutes les autres. Alors, ça n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais le risque n'est pas complètement exclu. Évidemment, on pense à Google, qui a une présence quasi hégémonique, en tout cas en termes de moteur de recherche. Donc voilà, il y a quand même différentes attentions sur lesquelles il faut qu'on soit particulièrement vigilant en termes d'évolution et derrière de régulation, éventuellement. Si le besoin s'en faisait sentir et s'en fera sans doute sentir. Et d'ailleurs, je pense que l'Europe s'en est déjà saisie. Au-delà de la problématique de marché, etc., il y a aussi un sujet, bien sûr, qu'on n'a pas encore abordé, qui est celui du respect de la confidentialité des données et de la garantie donnée à l'usager, du fait quand il interroge une IA, il est dans un univers sécurisé qui le protège en tant qu'individu, enfin, en tout cas, qui ne va pas risquer d'atteindre à ces données fondamentales, vitales. Et cette réglementation, et là, je laisserai peut-être Caroline en dire 3 mots, a été élaboré. Alors, ça ne va pas être quelque chose qu'on peut superposer à ce qui a été mis en place pour le RGPD, mais l'esprit est le même, de déployer une norme, et en tout cas un usage régulé de cette technologie. En fait, j'ai cru aussi entendre dans votre question cette idée qui a notamment circulé via un ouvrage que les diplômes, qu'on n'avait plus besoin des diplômes en fait. Alors c'est sans doute un biais, enfin tout le monde a des biais, nous parlons tous de là où nous sommes évidemment. Pour autant, j'avoue que cette idée nous a un peu surpris à la mission intelligence artificielle, tout simplement parce que nous faisons la différence entre ce que sont les modalités d'évaluation de ce qu'un enseignant ou un groupe d'enseignants avec des intervenants professionnels aussi, hein, il n'y a pas que des universitaires qui font cours dans les universités ou dans les écoles. Donc, nous faisons la différence entre ce que des formateurs demandent à des étudiants, selon des modalités bien précises, selon des pédagogies tout à fait précises. Tantôt, on leur demande de travailler en groupe, tantôt isolément, tantôt sur un projet, tantôt on vérifie l'acquisition de connaissances. Enfin, il y a des modalités en fait, d'interrogation, si j'ose dire, de manière de vérifier que les étudiants ont acquis ou pas des connaissances et des compétences qui sont extrêmement diversifiées. Donc ça peut être aider et renforcer ou l'efficacité de ces processus-là peut sans doute être améliorée avec des outils d'intelligence artificielle contrôlés et appropriés pour l'évaluation des étudiants. La question ensuite, enfin l'autre niveau, c'est le mécanisme, si j'ose dire, ou le dispositif de certification des compétences et des connaissances acquises. C'est-à-dire que une formation, même si dans l'enseignement supérieur on n'a pas des programmes nationaux comme dans l'éducation nationale, une formation c'est un tout. Et le sens d'une formation, l'ensemble des connaissances et des compétences qu'on s'attend à ce qu'un étudiant ou une étudiante ait acquis pour obtenir un métier à l'issue de cette formation, pour les formations dites professionnalisantes, ou pour poursuivre ses études, lorsqu'il s'agit d'une trajectoire de formation plus longue, c'est un ensemble global. Et pour le moment, c'est le groupe enseignant, le groupe pédagogique qui peut faire cette certification et donner un sens au diplôme lui-même. Voilà, donc pour le moment, l'idée que le diplôme n'ait plus de sens nous paraît assez étrange, je dois dire. Merci beaucoup. Je voulais venir sur l'enjeu de l'accès aux IA et pas à une seule IA. Vous l'avez pointé comme étant un défi face à des possibles creusements d'inégalités. Alors, le rôle de l'enseignement supérieur, ce n'est pas seulement la recherche, mais c'est aussi la formation. Et demain, est-ce que nous avons les moyens de pouvoir fournir un accès à plusieurs IA à l'ensemble des étudiants? Quel est le devoir d'investissement de l'enseignement supérieur français aux côtés des étudiants pour leur garantir cet accès qui leur permet justement d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences? Demain, est-ce qu'on devra davantage investir dans l'accès aux IA que dans la construction d'amphithéâtres? Est-ce que demain, vous pouvez évaluer, sachant que le marché n'est pas statique,
comptabiliser, mais évaluer ce que représenterait ce devoir d'investissement. Et je voudrais aussi faire mention, vous l'avez déjà dit, mais on a un partenariat. Le partenariat qui a été lancé l'année dernière entre Mistral, les EdTech et aujourd'hui jusqu'à une 50aine d'établissements publics d'enseignement supérieur. Le but de ce consortium, ça consiste à mettre à disposition des établissements des IA génératives souveraines. Vous avez parlé de la souveraineté et de son enjeu, souveraines et fiables. Quelles en sont les premières utilisations concrètes? Comment aujourd'hui c'est une bonne voie pour garantir justement l'accès de chaque étudiant, et je vais aussi dire les enseignants et les chercheurs, à ces outils. Est-ce que vous avez mesuré quels étaient les besoins d'investissement pour relever ces défis? Alors, les besoins d'investissement, ils sont évidemment énormes et on peut les calibrer aussi différemment selon les ambitions ou les projections que l'on peut faire dans le futur de l'usage et du déploiement et de l'évolution de cette technologie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça a été un des axes forts de France 2030, hein, évidemment. Donc, en fait, on est déjà inscrit dans un circuit, un processus d'évaluation et de réévaluation permanent des besoins en la matière. Je suis évidemment un peu, comme je l'ai dit pareil tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir des mesures précises aujourd'hui des effets, hein, parce que je sais qu'on nous tanne beaucoup avec ces questions d'évaluation, de comptage. Il faudrait qu'on mette une petite puce sur chacun de nos étudiants pour qu'à tout instant on sache dans quel cours il se trouve et quelle formation il suit, mais ça n'est évidemment pas le cas et ça ne sera jamais le cas. Donc on a forcément un délai inévitable et incompressible entre le moment où on déploie des solutions et le moment où on est capable d'en mesurer les impacts et les effets. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce consortium et le déploiement de Mistral IA et derrière le fait que les universités et notamment les clusters IA se saisissent de cette question pour offrir des solutions. Je peux vous parler d'un exemple ultra concret et qui touche particulièrement la DGCIP justement. C'est qu'aujourd'hui on a un outil, Ragaren, totalement, gratuit évidemment pour nous, qui nous propose de pouvoir consolider plusieurs IA différentes sur la même requête. Donc vous tapez la requête dans Ragaren et vous avez plusieurs réponses qui se superposent dans l'outil, nous permettant d'avoir le meilleur de l'utilisation de cette intelligence artificielle, puisqu'on gagne non seulement en vitesse, mais aussi en pertinence, puisque le fait de pouvoir comparer ce que chacune des IA génératives produit est évidemment une sécurité et un gain de temps. Et cet outil, évidemment, n'est pas disponible que la DGCIP. Il a été déployé bien au-delà. Maintenant, en effet, une vigilance doit être maintenue sur la capacité de financement de ces technologies dans le cadre des futurs programmes de financement qui seront déclenchés pour ces opérations. Ce que je dois dire là aussi, c'est qu'on ne peut pas non plus ignorer le fait que l'IA est très énergivore, à un niveau que peu de gens conçoivent, qu'on est dans un contexte mondial économique que je ne vais pas rappeler ici, et que des développements peut aussi ne pas avoir l'avenir rose qu'on lui prédit aujourd'hui. Donc il y a aussi, et on a insisté dans le propos initiative là-dessus, la question de comment, en plus, faire des investissements qui soient soutenables pour la planète et pour le développement, bien sûr, à plus long terme, développement, très étudié et très adapté à la réalité de nos ressources et y compris énergétiques dans le futur. Oui, quelques précisions en quelques mots. Je rebondis sur le cas de Ragaren. Ragaren, c'est un service d'IA en fait qui est déployé sur des infrastructures souveraines par plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Comme son nom l'indique, l'université de Rennes est un petit peu pilote. Néanmoins, l'université de Rennes avec Centrale Supélec sont vraiment les deux animateurs d'un consortium d'établissements. Ils sont près d'une... Comme le chiffre ne cesse de monter, ils doivent être une 50aine aujourd'hui,
Voilà, un consortium qui s'appelle ILAS, que Laure a cité lors de son intervention liminaire. Ce consortium est très important pour l'enseignement supérieur. C'est une véritable force pour l'enseignement supérieur du point de vue de la souveraineté, parce que, en fait, c'est un dispositif qui conduit, encore une fois, une cinquantaine d'établissements d'enseignement supérieur à mutualiser leur capacité de calcul. Et grâce à un outil technique qui s'appelle Dispatcher, et dont je serais bien incapable de vous expliquer le fonctionnement, qui a été développé par Centrale Supélec, eh bien, ces établissements arrivent entre eux et avec d'autres à partager en fait la capacité de calcul pour des tâches simples. Évidemment, il ne s'agit pas de demander des tâches qui nécessitent une puissance de calcul énorme, comme on en a besoin dans certains pans de la recherche, où là, les laboratoires, dans les universités ou dans les organismes de recherche, se penchent vers un opérateur national qui s'appelle GENSI. Voilà. Mais en tout cas, pour les usages ou les tâches simples, simples en termes de puissance de calcul, parce que tout ce que nous avons dit depuis ce matin, évidemment, montre que ce n'est pas simple. Voilà, ce consortium ILA, c'est tout à fait important, et c'est une pièce importante aussi, c'est un maillon, si j'ose dire, important, ou une brique importante de l'expérimentation qui est en cours. L'expérimentation en fait qui fait suite à, vous l'évoquiez à la fin de votre questionnaire, au partenariat conclu et annoncé par le ministre avec Mistral AI. Donc il y a une expérimentation en cours qui est menée par une agence qui s'appelle l'AMU, l'Agence de mutualisation des universités et des établissements, qui est bien évidemment suivie par un comité de pilotage qui est piloté par notre ministère, par ces deux directions générales, la DGCIP et la DGRI. Donc cette expérimentation est en cours sur la base des 3000 licences qui ont été fournies par Mistral, via deux modalités. Il y a une modalité d'accès via les licences et puis une modalité d'accès via des API. Donc 80 établissements participent à cette expérimentation. Elle a démarré là, à la fin de l'hiver. Voilà, nous espérons, nous aurons des éléments, des indicateurs pour fournir un cahier. Notre objectif, c'est évidemment d'aboutir à l'élaboration d'un cahier des charges. Donc ça, c'est une piste importante pour le MESRE. L'autre piste, évidemment, qui n'est absolument pas contradictoire, c'est le travail que mène la DINUM. La DINUM a une démarche analogue pour l'ensemble des services de l'État, et voilà, nos deux directions générales et leurs futures délégations au numérique travaillent aussi avec la DINUM. Ce sont les deux pistes en fait qui ne sont pas parallèles, qui se rejoignent, notamment parce que les expérimentations ont lieu côté DINUM comme côté enseignement supérieur et recherche avec Mistral. Voilà. Et l'idée, c'est effectivement d'arriver, je dirais, un peu après, du côté des GCIP, des GRI, après la rentrée universitaire prochaine, d'avoir des éléments chiffrés sur les usages, les besoins en termes de capacité de calcul, etc., qui permettront de dimensionner les besoins en investissement. À ceci près, bien sûr, que ces technologies évoluent tellement vite que les besoins d'investissement seront aussi dépendants des transformations des outils eux-mêmes. Et donc, c'est une actualisation qui devra se faire en temps réel, si j'ose dire, ou au fil de l'eau. Mais l'expérimentation est en cours. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, pour ces contributions. C'est pas tout à fait décisive à notre travail d'information. Vous y faisiez référence, madame le professeur. Effectivement, le docteur Alexandre, monsieur Babot ont produit un livre intitulé « Ne faites plus d'études ». Vous l'avez évidemment lu. C'était un titre provocateur, mais qui avait, me semble-t-il, l'avantage et l'intérêt de tirer la sonnette d'alarme sur le fait que l'IA va impacter directement l'accès, pas seulement à l'information, mais également au savoir pour les étudiants. Et donc, vous nous avez rassuré de ce point de vue-là. L'université, le ministère en tout cas, est en ordre de bataille pour intégrer tout bonnement la révolution numérique de l'IA générative dans les procédures, dans les pédagogies, dans l'administration. Donc ça, c'est une chose dont nous avons pris bonne note et dont madame le rapporteur va faire son miel dans le rapport qui paraîtra fin juin. Mesdames, merci beaucoup et bonne fin de journée à vous.